Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes candidate à la présidentielle. C'est même votre 3e candidature, porte-parole de Lutte ouvrière, toujours professeur d'économie par ailleurs. Et vous avez les signatures nécessaires pour être qualifiée. On en aura la confirmation avec la déclaration du Conseil constitutionnel lundi. Mais bref, vous les avez quand d'autres ne les ont pas eues. On y reviendra. Mais d'abord, évidemment, la situation en Ukraine. Emmanuel Macron s'est prononcé hier à 20h. Vladimir Poutine, a-t-il dit, a choisi seul, délibérément, de faire cette guerre. La Russie n'est pas l'agressée, elle est l'agresseur. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président ? Il a clairement fait le pas de cette guerre fratricide, qui est monstrueuse. Poutine a fait le pas vers cette guerre fratricide monstrueuse. C'est une réalité. Mais je tiens aussi à dire que les puissances occidentales, l'OTAN, les États-Unis ont une responsabilité écrasante dans ce conflit. Voilà, c'est une évidence quand on regarde une carte géographique, de voir qu'il y a une pression militaire qui s'exerce sur la Russie depuis déjà des dizaines d'années, que le nombre de bases militaires à sa frontière se sont multipliées. Donc oui, j'accuse aussi le camp occidental, les puissances impérialistes d'être co-responsables, d'être responsables et finalement d'avoir utilisé le peuple ukrainien comme d'avoir pris le peuple ukrainien en otage. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, eh bien oui, ce sont eux qui sont victimes de cette situation. Alors, compte tenu de ce passé que vous interprétez effectivement de la façon dont on vient l'entendre, et c'est un débat, est-ce que vous jugez légitime l'entreprise de guerre de Vladimir Poutine en Ukraine ? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, mais je m'élève contre cette espèce de propagande consistant à dire que d'un côté, on a le dictateur Poutine. Dictateur Poutine, c'est un régime vis-à-vis duquel je n'ai aucune sympathie. On a d'un côté cette histoire de le dictateur Poutine qui serait devenu quasiment un psychopathe sanguinaire, et puis de l'autre côté on a la blanche colombe, le camp occidental, le défenseur des droits, le défenseur de la démocratie, le défenseur de la liberté. Eh bien moi je marche pas dans cette grossière manipulation, parce que c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a une guerre d'influence dans cette région-là. En fait, l'OTAN, le camp occidental a essayé de faire de l'Ukraine sa marionnette, comme aujourd'hui Poutine veut en faire, en effet, sa marionnette. Alors, Emmanuel Macron a répondu d'une certaine façon à ce que vous dites. Hier, il a explicitement dit « ça n'est pas un conflit entre l'OTAN et la Russie ». Et ceux qui avancent des arguments pour dire que l'OTAN a basé des troupes, a été finalement le provocateur, eh bien, ce sont des mensonges. Ce sont des fake news. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas lui. Mais il a parlé de mensonges. Oui, écoutez, j'appelle chacun à regarder une carte, à bien réaliser qu'au moment de l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, l'OTAN n'a pas été dissoute, alors même que l'OTAN, c'est pas une agence de paix. C'est une alliance militaire qui avait été conçue pour isoler et pour affaiblir l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique s'est disloquée, a disparu, pourquoi l'OTAN est-elle restée ? Non seulement elle est restée, mais elle a avancé ses pions. Et regardez une carte, j'appelle tout le monde. Imaginez que la Russie ait installé des bases militaires et des milices et des missiles aux frontières des États-Unis, au Mexique ou au Canada. Vous ne pensez pas que Biden, les États-Unis, l'auraient pris comme une agression ? Donc, il y a ce bras de fer. Et moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont transformé l'Ukraine en théâtre de leur rivalité. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est le peuple ukrainien qui en est la victime. On va y venir d'ailleurs au peuple ukrainien. Mais ce que vous dénoncez, c'est que la France, entre autres, s'aligne sur les positions, par exemple, des États-Unis. Je dénonce un ordre. Mais est-ce que c'est ça que vous... Je dénonce cet alignement-là ? Non, c'est pas seulement cet alignement-là, parce qu'elle pourrait jouer sa partition dans l'ordre impérialiste. Moi, ce que je conteste, c'est cet ordre impérialiste. Mais est-ce que vous ne vous alignez pas sur des dictatures, sur la dictature ? Alors, sûrement pas. Jamais, jamais de jamais. Et moi, je ne me résigne jamais. Mais je me résigne ni aux dictatures, ni aux pseudo-démocrates qui, en fait, se moquent. On pourrait vous dire que c'est un état d'esprit munichois que vous incarnez, que vous portez. Non, moi, première chose que j'incarne, c'est dire stop, on fait tout
pour empêcher le bain de sang. On fait tout pour empêcher le bain de sang parce que, en fait, ce que j'entends, c'est des discours guerriers, là. Alors, qui sont souvent lancés de plateaux de télé, hein, mais allez-y, prenez des armes, plus de combattants, plus de morts, plus de... Bon, ils veulent quoi? Ils veulent un bain de sang. Donc, la première des choses... On arrête le bain de sang parce que vous comprenez... Qui a attaqué? Juste pour être précis, attendez. Ceux qui nous écoutent, et c'est rare qu'on ait l'occasion de se voir, donc prenons le temps. La réalité, c'est qu'il y a une présence de troupes russes en Ukraine. Ah oui. La Russie est l'agresseuse. Envahit l'Ukraine. Mais bien sûr que je suis d'accord. Alors ensuite, la France, entre autres pays européens, mais ils sont une vingtaine, livre des armes à l'Ukraine. Aux Ukrainiens, dont vous nous avez parlé tout de suite, en disant que c'est lui qu'il faut protéger. On aide la résistance. On a raison ou pas? Moi, je pense que c'est finalement dire aux Ukrainiens, on vous donne des armes, allez-y, entretuez-vous. Entretuez-vous, battez-vous. C'est pour moi... Défendez-vous. Moi, je comprends bien l'aspiration du peuple ukrainien à se défendre. Mais moi, je sais que le camp occidental ne permettra pas à la population de se défendre. Le camp occidental n'en a que faire des Ukrainiens. Ils n'en ont tellement que faire que ce sont eux qui les ont plongés dans cet engrenage-là. Ils ont utilisé le peuple ukrainien. Oui, ils l'ont utilisé depuis des années et des années. Vous voyez bien, on le voit, les reportages ne sont pas mensongers. Ils voient les Ukrainiens, comme vous le dites, qui aspirent à se défendre. Eh bien, on aide à faire ce qu'ils décident pour eux-mêmes. Non, parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Non, mais tout simplement, il y a une guerre d'influence, vous le savez très bien. Tenez, je prends l'exemple de la demande qui a été faite par l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne ouvre la porte et dit écoutez, bienvenue, etc., etc. Non. Et ça fait 20 ans. Vous nous dites qu'il ne faut pas provoquer la Russie, c'est l'Occident. Est-ce que je peux terminer? Oui, ça fait 20 ans que l'Ukraine demande l'entrée dans l'Union européenne. L'Union européenne a dit d'accord pour un accord de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union européenne, à condition que vous stoppiez tous les accords commerciaux avec la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, voilà, en fait, ça fait des années que le camp occidental d'un côté et les Russes de l'autre mettent l'Ukraine au pied du mur. Vous devez choisir votre camp. Soit être dans le giron, effectivement, des puissances impérialistes et occidentales, soit d'être dans le giron. C'est ça que aujourd'hui ils ont voulu faire, les uns et les autres, de l'Ukraine, je le redis, leur marionnette. Donc moi, je ne suis pas dupe. Il n'y a pas un camp qui va représenter les intérêts des peuples plus qu'un autre. Vous avez raison. Et par ailleurs, c'est parfois plus simple qu'on le dit. Vous avez raison. Cela dit, il y a une souveraineté. Vous êtes pour la souveraineté des peuples et des pays. C'est l'Ukraine qui a demandé son adhésion à l'OTAN. Et la France, par exemple, a voté contre en 2008. Elle n'a pas poussé à la roue, comme d'autres pays européens. Donc quand vous dites que l'Ukraine est manipulée par le camp occidental contre la Russie, là non plus, ça n'est pas si simple. Elle est mise au pied du mur. Parce que, effectivement, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça l'ordre impérialiste. C'est qu'il y a des rivalités et des grandes puissances. Alors là, on est confronté à un bras de fer entre la grande puissance impérialiste, l'OTAN, et de l'autre côté, une puissance qu'on dit pauvre, la Russie, qui est effectivement dominée par une bureaucratie russe qui ne jure que par son pouvoir et par sa domination. Donc on est confronté à ce bras de fer. Mais je peux vous dire que tous ceux qui disent moi je veux être indépendant là-dedans, en réalité, ils se vouent à chercher leur protecteur. Alors d'un côté, ça sera le protecteur, le grand protecteur russe. De l'autre côté, ça sera... Sauf que ce sont des alliés. Ce sont des alliés qui n'ont jamais fait le bonheur des peuples. Ce sont des alliés qui n'ont jamais permis... Qui a fait le bonheur des peuples? Excusez-moi, mais... Excusez-moi, mais j'ai un petit peu de mal à considérer que le camp occidental, que ces puissances impérialistes, vu ce qu'elles ont fait en Afghanistan, vu ce que la France a été capable de faire en Afrique, au Mali, j'ai un petit peu du mal à les considérer comme des puissances de paix qui permettront le développement et l'harmonie. J'ai un petit peu de mal parce que chaque fois qu'ils interviennent, leur souci, c'est leur influence économique, de positionner leurs pions, leurs intérêts à eux. C'est des affaires de gros sous. Donc moi, je ne marche pas là-dedans. Encore une question, parce que c'est vrai que sur la présentation générale et les enjeux de ce conflit, on viendra ensuite sur la façon dont on y répond. Mais est-ce que, comme on l'entend beaucoup, c'est une guerre entre une dictature et la démocratie? Est-ce que la France défend la démocratie? Sûrement pas.
Mais sûrement pas. Mais vous savez, on nous a fait... Est-ce que l'Ukraine est une démocratie ? L'Ukraine, c'est une démocratie, oui, c'est une démocratie, oui. Est-ce que la France est une démocratie ? Oui, c'est une démocratie où on a le droit de décider d'un certain nombre de choses, mais pas, par exemple, le droit de décider de son salaire, le droit de décider de ce qu'on fera dans les entreprises, de comment on utilise toutes ces richesses. Ça, on n'a pas ce droit-là. Donc c'est une démocratie politique. C'est une démocratie avec des droits très limités, où en particulier quand on est dans une entreprise, dans une usine, dès qu'on rentre, on n'a plus le droit de rien dire. On a juste le droit de se taire et d'obéir. Donc démocratie relative pour les travailleurs en tout cas. Mais écoutez, quand vous me dites que la France est une démocratie, elle défend la démocratie, vous savez aussi bien que moi que la France, elle est alliée d'un certain nombre de dictatures, qu'elle s'est appuyée et qu'elle continue de s'appuyer, y compris en Afrique aujourd'hui, sur un certain nombre de dictatures. Là, dans ce combat, mais ça ne se divise pas, parce que je peux vous dire que, y compris demain, si ça l'arrange, peut-être qu'elle renégociera avec Poutine, peut-être qu'elle s'arrangera. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les États-Unis, avec les talibans qui étaient vraiment battre, il fallait les éliminer. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils s'arrangent avec eux pour lutter contre encore pire qu'eux. Emmanuel Macron a raison de continuer à parler avec Vladimir Poutine, comme il nous l'a dit hier ou pas. Il a dit je garde le fil, je dois chercher la voie de la paix. Il s'est posé d'ailleurs en protecteur, y compris de la paix. Ben voilà, mais ils finiront par s'arranger. Moi, ma politique, et je pense la seule porte de sortie que je vois, moi, par le haut, c'est que les peuples ukrainiens et russes arrivent à se parler et à s'entendre par-dessus la tête de leurs dirigeants, par-dessus la tête de dirigeants qui les méprisent, parce que vous savez... Zelensky, par exemple, par-dessus la tête, parce que vous savez... figure de résistant, Zelensky. Même Zelensky, vous savez, il y a quelques semaines de cela, quelques mois de cela, quand pensait la grande majorité de la population ukrainienne? Eh bien que Zelensky les laissait dans la misère, les laissait dans la pauvreté, ne s'occupait pas effectivement de leur sort et finalement travaillait avec les oligarques ukrainiens, s'en mettait plein les poches, etc. Donc c'est ça aussi la réalité. C'est vrai en Russie, c'est vrai aussi Vous les mettez sur le même plan en Ukraine. Vous les mettez sur le même plan. Mais ils ont Poutine, Zelensky, même combat. Ils sont en rivalité, mais alors c'est deux représentants de l'oligarchie, en effet, mais il y en a pas un qui... Ils ont un point commun. Ils ont un point commun. Un point commun, Zelensky, Poutine, et je dirais Zelensky, Poutine, Biden, Macron, Johnson, ils ont un point commun. C'est que quand il s'agit de la vie, des conditions de vie des populations, ils n'en ont rien à faire. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé au Kazakhstan au mois de janvier dernier, quand il y a eu, vous savez, ces troupes russes qui sont intervenues. Pourquoi au Kazakhstan? Pour mater une révolte ouvrière. Des gilets jaunes kazakhs qui se battaient contre la cherté de la vie, contre la misère, contre l'exploitation. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Quel est votre modèle? Quel est votre modèle? Non, je termine. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez entendu Macron s'élever en disant il y a une invasion russe? En fait, ils étaient très contents, Macron et Biden, que Poutine fasse le gendarme. Pourquoi? Parce qu'il y a Total au Kazakhstan, parce qu'il y a Exxon, parce qu'il y a ArcelorMittal. Donc, leur point commun, c'est d'être tous contre les peuples et en particulier contre les travailleurs. Donc, de toute façon, quand on est dans le camp des travailleurs, il ne faut pas compter sur eux. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Vous m'avez invité, j'en profite. Mais vous êtes là pour ça. Quel est votre modèle dans le monde? Dans le fond. Mon modèle, c'est ce que porte, c'est cette générosité, ce dévouement, cette solidarité que porte le monde du travail. Et qu'on a vu pendant la pandémie, qu'on a vu s'exprimer. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais un régime politique qui a incarné vos idées au point de rendre heureux les peuples concernés. Ça n'existe pas. Un moment, non, ça n'existe pas, c'est à construire. Mais vous voyez, moi, je me résigne jamais. Je me résigne pas, en tout cas, à cet ordre impérialiste mondial dont on nous dit que, il va permettre au peuple de s'épanouir. Je me résigne jamais. On a compris, parce que vous savez, et vous le dites avec votre passion. Parce que là, on parle des guerres. Mais je tiens à dire qu'il y a une personne qui meurt toutes les 10 secondes de malnutrition, qui meurt de misère dans cette planète. Emmanuel Macron a remercié ça aussi, la domination du camp occidental. Emmanuel Macron, alors il y a des réalités. À côté de ça, Emmanuel Macron a remercié les villes et les villages qui s'apprêtent à recevoir des Ukrainiens, des réfugiés. Gérald Darmanin, ce matin, a précisé le nombre d'Ukrainiens qui sont entrés, pour partie, et même pour grande partie, en transit. Mais ils sont 800, mais il va y en avoir beaucoup d'autres.
accueil inconditionnel? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est la moindre des choses. Il faut accueillir les réfugiés et je tiens à dire, il faut accueillir tous les réfugiés, y compris ceux que l'on nomme les migrants. Y compris ceux que l'on nomme les migrants. Parce que vous voyez, quand on ferme la porte à quelques dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont besoin d'un abri, qui ont besoin de trouver un lieu pour pouvoir gagner leur vie, faire vivre leur famille, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On les laisse mourir en traversant la Méditerranée, la Manche, etc. Ça, moi, ça fait partie des choses qui me révoltent. Donc moi, je dis oui, bienvenue à tous ceux qui sont forcés d'émigrer, de quitter leur chez eux. Et je tiens aussi à dire que j'ai été révoltée d'entendre sur un certain nombre de plateaux des gens dire que là, ça sera des immigrés de bonne qualité. J'étais révoltée. Monsieur Bourlange a dit que là, les Ukrainiens, ça sera des... C'est le terme exact. Ça sera des immigrés de qualité. C'est son terme exact. Eh bien, moi, ça, vous savez, ça m'a révoltée parce que les travailleuses et les immigrés aujourd'hui qui portent la société sur leurs épaules, qui font tourner les hôpitaux, eh bien, voilà, moi, je suis d'une infinie reconnaissance vis-à-vis d'eux. Et ça me révolte qu'on les méprise autant. On a beaucoup, justement, parlé d'immigration cet automne. Beaucoup, lorsque Éric Zemmour a émergé sur la scène politique. On voit aujourd'hui dans les intentions de vote qu'Éric Zemmour, plus Marine Le Pen, plus Nicolas Dupont-Aignan, ça fait plus de 30%. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça dit de la société française? Est-ce que vous êtes sensible au sentiment précisément d'un certain nombre de Français qu'on ne peut plus aller au-delà de nos capacités migratoires? Mais la preuve, vous voyez que là, on est prêt à accueillir des dizaines de milliers de femmes et d'hommes parce qu'on en a les moyens. C'est vraiment justement... Ce sont des personnes qui, dans l'esprit de ceux qui les accueillent, ont pour vocation à retrouver leur pays qui est aujourd'hui en guerre. Sauf qu'on peut effectivement leur permettre de survivre. Et vous savez, les femmes et les hommes qui émigrent, eh bien, ce qu'ils veulent, c'est travailler. Et d'ailleurs, ils travaillent. Alors, moi, cette poussée-là de l'extrême droite, eh bien, je la combats. Et je tiens d'ailleurs à dire que, vous savez, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Zemmour et que ce soit Dupont-Aignan, c'était des grands admirateurs du régime fort de Poutine. C'était leur modèle. Vous voyez où cela va d'exacerber l'identité nationale, ces idées nationalistes, ça nous mène là, ça nous mène dans les guerres. Vous n'aviez pas de modèle. Vous avez eu vos signatures. Donc, oui, en tout cas, moi, ça me donne une raison supplémentaire de les combattre. Christiane Taubira n'a pas eu ses signatures. Elle a renoncé hier à sa candidature. Le Parti socialiste et les Verts espèrent qu'elle va se rallier à eux. Et vous, est-ce que vous êtes dans une logique d'alliance avec les partis de gauche? Non, je ne suis pas dans une logique d'alliance parce que à chaque fois qu'ils ont gouverné, j'ai dû me battre contre eux. J'ai dû me battre, faire grève, manifester, me battre contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils gouvernaient exactement comme la droite et donc vous voulez rester seul. Donc j'ai dû me battre parce qu'ils fermaient des lits d'hôpitaux. J'ai dû me battre parce qu'ils faisaient reculer le code du travail, parce qu'ils acceptaient les suppressions d'emplois, les fermetures d'usines, parce qu'ils bloquaient les salaires. J'ai dû me battre à chaque fois contre ces gouvernements-là. Donc je le redis, il n'y aura pas d'union de la gauche, mais les travailleurs, ils n'ont pas à le regretter, parce qu'il n'y a rien à attendre. Tout ce qui viendra de positif pour nous demain, ça dépendra des luttes collectives. Et alors vous avez c'est le sens de ma candidature. Vous avez vos signatures. Vous vous y préparez pendant 5 ans? Comment vous arrivez à faire ce que Marine Le Pen a du mal à faire, Jean-Luc Mélenchon a du mal à faire, alors qu'ils ont des intentions de vote bien supérieures aux vôtres? Alors d'abord, nous attendons que l'élection municipale ait lieu, si vous voulez. Oui. Vous savez, quand ont eu lieu les dernières élections municipales, vous vous souvenez? Oui, pourquoi? Ça fait pas 5 ans. Voyez. Alors oui, parce que cette petite musique lutte ouvrière ne fait que préparer la présidentielle. Commence ça vous un agace? peu. Oui, parce pourquoi? Parce que c'est de la caricature, mais c'est ridicule. C'est d'un ridicule absolu. Alors bien sûr que sur les plateaux de télé et dans les médias, eh bien, je suis invitée une fois tous les 5 ans, mais je peux vous dire que les travailleurs qui nous connaissent, qui nous voient militer dans les quartiers populaires et dans les usines, eh bien, ils nous connaissent. Et ils connaissent notre détermination, notre ténacité. Et même les maires des petites communes, eh bien, ils ont ce respect-là et cette reconnaissance-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu nos parrainages. Encore 2 questions, Nathalie Arthaud. Le prix des carburants va augmenter. Il a déjà beaucoup augmenté. Il va continuer d'augmenter compte tenu des tensions sur les marchés consécutifs à cette guerre. Quelle est la première décision que vous prenez? Moi, je suis pour indexer
les salaires, les pensions de retraite et les allocations sur les prix. C'est-à-dire qu'on les fasse augmenter au même rythme. Il n'y a pas de raison de s'appauvrir. Moi, je pense que cette flambée des prix sur l'essence, mais sur tous les prix maintenant, elle se répercute sur tous les prix. On a entendu Emmanuel Macron nous dire que ça va être pire demain. Bon, eh bien, ça remet au goût du jour la nécessité d'augmenter les salaires. Alors, les salaires, ils sont bloqués trop bas depuis déjà de nombreuses années. Il faut augmenter les salaires. Comment vous l'imposez aux entreprises? Eh bien, dont certaines, par des luttes, vous avez raison. Oui. Il faut l'imposer aux entreprises. Mais comment vous le faites? Eh bien, par des luttes collectives, par des mobilisations et au travers de ces mobilisations, par cette possibilité d'aller voir les comptabilités des entreprises, d'aller voir l'argent qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Parce qu'on nous dit toujours qu'il n'y a pas d'argent. Et puis moi, je sais qu'on m'oppose toujours les petites entreprises. Mais vous êtes à Carrefour, vous avez 30 ans d'ancienneté, vous êtes à 1 400 € net, c'est pas une petite entreprise. Je viens d'Orléans. Orléans, il y a Hutchinson, c'est une filiale de Total. Eh bien, des gens qui travaillent dur en 3-8, ils sont à quoi? À 1 500 € net. Oui, ouverture des livres des comptes, le droit des travailleurs, des comptables, de dire la vérité de l'argent qu'il y a ou qu'il n'y a pas dans les entreprises. Et là, je peux vous dire qu'on verrait les circuits de l'argent et on comprendrait pourquoi il y en a qui sont richissimes et qui, tous les jours, touchent quoi? 1 million, 2 millions, c'est 3 millions et quelques pour Bernard Arnault. Si Éric Zemmour ou Marine Le Pen se qualifient pour le second tour face à Emmanuel Macron, quelle consigne de vote donnez-vous? Non, moi je fais tout pour les combattre. Je fais tout pour les combattre. Quelle consigne de vote donnez-vous? Donc moi c'est le premier tour, mon combat il est là, je fais tout pour les combattre et je dis et je redis, les travailleurs, ceux du monde du travail qui se laissent prendre à ces sirènes-là, se tirent une balle dans le pied. Vous n'allez pas esquiver cette question, elle est importante. Parce que déjà on esquive la campagne. Alors si en plus on esquive le premier tour... Qu'est-ce que vous avez fait en 2017 pour le second tour? Le premier en 2017, vous avez fait quoi? Je n'ai pas voté en 2017. Je n'ai pas voté et je peux vous dire que je suis contente et je suis très contente de ne pas porter la responsabilité de ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc, et mon combat, encore une fois, c'est au premier tour et j'espère qu'au premier tour, on sera de plus en plus nombreux à se rassembler derrière cette idée que le camp des travailleurs doit se faire entendre et qu'il doit dire les travailleurs, il la dirigeraient mieux cette société. Pourquoi vous ne répondez pas? Mais parce que mon combat, il est le premier tour et je suis habituée à ce qu'on me fasse disparaître. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Mais c'est une question de positionnement et de valeur. Mais moi, je ne passe mon temps à dire que le sort des travailleurs, il va dépendre des luttes collectives, il ne dépendra même pas du président de la République. Donc c'est cette conscience-là. Et je le dis, et je le redis encore aujourd'hui, oui, les travailleurs, ils doivent avoir cette conscience que c'est qu'ils peuvent changer leur sort. Ils le peuvent et il le faut, ça devient urgent. Cette société-là, elle nous mène à la catastrophe sur tous les plans. Les travailleurs, s'ils dirigeaient... pas appelé à voter Jacques Chirac, dans mon souvenir, en 2002, face à Jean-Marie Le Pen. Vous avez tout à fait raison. Oui. Elle ne l'avait pas fait. Et elle ne l'avait pas fait en disant ça fera pas barrage à l'extrême droite, c'est pas comme ça que ça. Et la preuve, regardez l'extrême droite, elle n'a pas cessé. À force de faire barrage dans les urnes à l'extrême droite, bizarrement, l'extrême droite n'a pas cessé de se renforcer. Donc à un moment donné, il faut se dire c'est peut-être pas la solution. Mais encore une fois, moi je tiens à dire que c'est la conclusion. Les travailleurs, ils font tout fonctionner dans cette société. Ils devraient la diriger. On ne doit pas laisser c'est pas vous qui vous la société. Non, c'est les travailleurs collectivement. Et ils la dirigeraient mieux que cette classe capitaliste qui ne dirige que, justement, au travers de cette domination-là impérialiste dont on voit les effets en Ukraine aujourd'hui. Merci Nathalie Arthaud d'avoir été notre invitée ce matin sur LCI. Bonne journée à vous. Dans un instant, le temps avec Guillaume.